Salut l'équipe. Cette semaine, une question me taraude. Est-il possible de ne pas aimer Damian Lillard? Non, sérieusement, il y a vraiment des gens qui ne kiffent pas le meneur des Portland Trail Blazers? Je me pose vraiment la question. Il y a des gonzes, réellement, qui ne kiffent pas Damian Lillard avec une argumentation structurée, tout ça? Ok. Après tout, certains pensent que la K-pop, c'est de la vraie musique, alors tout est possible. En plus de ses perfs monumentales sur le terrain, Damian Lillard nous régale au mic. Et je ne parle pas de rap où il se balade autant que sur une pression tout-terrain, je parle bien de ses interviews d'après-match qui sont toujours une leçon d'humilité et de leadership. Si Damian Lillard était ministre dans le gouvernement français, les annonces de couvre-feu et de confinement seraient bien plus faciles à vivre. Charismatique, élégant, fidèle et riche, Damian Lillard a le profil parfait pour Tinder, mais ça n'a rien à voir. Damian Lillard a surtout le profil parfait de la superstar NBA que tout le monde aime. Et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus que Damian Lillard est ce genre de gars-là, il serait temps de se mettre à la bonne heure. On est jeudi et le jeudi, vous en avez l'habitude, vous êtes toujours au rendez-vous. Le jeudi, c'est le First Day Show et avec moi dans le canapé cette semaine, j'ai deux Thomas pour le prix d'un. Comment ça va les garçons? Oh, bon passe! Bon passe! Oh là là, c'est collectif, vous allez voir, on va passer une super émission. Comment ça va les garçons? Bon, moi ça va super, mais je demande plutôt à mon Thomas national. Très content d'être de retour parmi vous, ça fait plaisir. T'étais blessé un petit peu, hein? Ouais, je m'étais blessé à la cheville. C'est vrai, donc, ça va mieux, les croisés, tu connais. Les croisés, tu connais. De ouf. Au sommaire, cette semaine, on va voir quelques news avec notamment quelques trades et quelques blessures, mais pas que. On a une signature d'un Français aussi en NBA, on est ravis pour lui, c'est Axel Toupane évidemment. On va faire un énorme débat sur... Damien Lillard. Et voilà, merci. Sur Damien Lillard. Je crois qu'il avait oublié, j'ai eu peur. Non, pas du tout. Sur Damien Lillard qui fait des cartons monumentaux cette saison, mais pas que. Monumentaux. Et on va essayer d'analyser. On va essayer d'analyser comment on peut défendre au mieux sur Damien Lillard. Alors, on n'a pas la prétention de dire qu'on va stopper l'un des meilleurs meneurs de la ligue, mais en tout cas, on va s'intéresser sur qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire en tout cas l'impact de Damien Lillard. On aura ensuite un focus sur les trades à venir. On est à une semaine de la trade deadline. On a quatre trades qu'on aimerait voir. Il y a un Français dedans. Je ne vous dis pas qui c'est. Et on finira, comme d'habitude, avec l'épreuve reine où Thomas brille depuis le début de cette saison. C'est le quiz. Je vais rien dire aujourd'hui. Je suis juste allé m'asseoir, essayer de lui botter le cul. Voilà. On est prêts, les garçons? Oui. Avant de lancer cette émission et les news, on a évidemment une pensée émue pour Sean Bradley, l'icône des années 90. On pense forcément à lui. Allez, les news tout de suite. On commence avec la news la plus fraîche, c'est les transferts. Il y a un trade plutôt important, en tout cas j'ai l'impression, à mon goût. C'est Tucker qui déboule, PJ Tucker qui déboule chez les Bucks. Alors il était en roue libre depuis le début de saison avec les Rockets, Tom. Et donc Tucker déboule chez un prétendant au titre. Les Bucks, qu'est-ce qu'on pense de cette arrivée? Très bon move, moi je trouve, pour Milwaukee. Là, ils ont une assise défensive incroyable avec Giannis, meilleur défenseur. Holiday, un top défenseur aussi. Lui... Là, vraiment, ils se préparent pour les playoffs, je pense. Et c'est un bon move pour eux. Après, je ne sais pas qui c'est qu'il y avait d'autre sur le marché d'intéressant, mais là, ça leur fait un mec qui est prêt à faire le sale boulot, qui va rester dans le corner, marquer ses 3 points. Oui, sale boulot, on est sûr qu'il va le faire et on a l'impression qu'aussi pour s'intégrer dans cet effectif-là, PJ Tucker, c'est pas le joueur qui va poser un problème. Non, complètement, tu as raison, il n'y a absolument aucun souci quant à l'intégration. Ça permet aussi de changer le 5 de fin de match. Tu vois, moi je pense toujours aux playoffs et c'est une addition de playoffs. Yannis pourra jouer 5, PJ Tucker dans un rôle de 4 comme il avait l'habitude de jouer côté Houston. Il avait été écarté de la rotation justement aux Rockets. C'est un joueur parfait pour les Bucks, un gars qui est dans le corner, bon défenseur, qui n'a pas besoin de la balle pour exister autour de Yannis. C'est une très belle addition. Après avoir, sur pareil, on a vu ces stats là, dans quelle forme il est. Il n'y a pas d'inquiétude sur l'addition, mais il faut quand même que le mec performe. Mais je pense qu'il va être motivé. Ça va le motiver de repartir dans une équipe compétitive qui vise le titre. Clairement. Voilà. Donc je pense que lui va faire les efforts aussi pour se remettre dans le il était clairement arrivé au bout du chemin avec les Rockets. Ils ont lâché DJ Wilson, DJ Augustine quand même, c'est important. Ouais. Donc ils n'ont plus de meneur backup côté Bucks. Et ils ont aussi lâché Torrey Craig qui a été arrivé de Denver l'été dernier. Superbe passage. Hein. Bah ouais, c'était étonnant. Torrey Craig qu'on avait vraiment découvert ces dernières saisons. Lui qui est un vieux joueur, entre guillemets, il a déjà 30 ans, et qui est un très bon défenseur. On ne comprenait pas trop
sa gestion, du côté Bucks, du coup, il est envoyé côté Phoenix, où dans un rôle aussi comme Jack Roder, il sera impliqué, je pense. Il aura des minutes, on peut l'imaginer. Donc on lui souhaite de rebondir et ça peut pas plus mal se passer que ce qui s'est passé avec les Bucks. Autre transfert qui a eu lieu la nuit dernière, enfin cette semaine plutôt, c'est Myers Leonard qui prend la direction d'OKC. Ça va lui changer de Miami à OKC au niveau qualité de vie. Et puis de l'autre côté, c'est Trevor Ariza qui lui déboule à Miami. Alors Trevor Ariza, c'est un peu curieux parce qu'il a quasiment pas joué de la saison. Il s'est mis de lui-même apparemment aussi en retrait parce qu'il est dans un combat judiciaire avec la mère de son fils. Donc il arrive à Miami, mais il y a de fortes chances qu'on ne le voit pas jouer avec le maillot du 8. Comme Myers Leonard aussi, qui va plutôt essayer de chercher un buy-out avec OKC et essayer d'aller signer ailleurs. C'était surtout l'occasion pour Myers Leonard de se faire évacuer par Miami après ses propos antisémites en jouant à Call of la semaine dernière. On a tous suivi ça. Il a pris une amende, il a été mis à pied aussi. Donc évidemment, ses jours étaient comptés en Floride. Il va du côté d'OKC. On verra s'il joue. Juste à noter dans ce trade, c'est que OKC récupère des trades. Je suis pas fou, c'est ça? Ouais, récupère des tours de draft. Des tours de draft, ouais. Ils en ont 16. Ils en ont 19 au premier tour sur les 7 prochaines drafts et 16 au deuxième tour sur les 7 prochaines drafts. Je pense que la NBA va pas tarder à légiférer sur les tours de draft parce que là, ça devient un petit peu ridicule. À voir ce qu'ils en font. En vrai, légiférer, c'est leur problème au bout d'un moment. Ils vont les échanger contre d'autres joueurs. Oui, mais d'abord, autant de tours de draft, ça me paraît un petit peu ridicule. Bref, ce n'est que mon avis. On enchaîne avec des blessures. Juste, je voulais dire une info, Trevor Ariza devient le joueur le plus tradé de l'histoire. 11e franchise. C'était déjà le cas avant. Ouais, c'était déjà le cas avant, mais donc là, il conforte son avance. Et donc, 11e franchise pour lui. 11e trade et 10e franchise. Bravo Trevor, sacrée carrière. Ouais, bon mercenaire. On enchaîne avec Joel Embiid qui hier était en civil sur le banc dans le match entre les Sixers et les Bucks. Donc c'était bien de le revoir comme ça sur le banc. Il n'empêche que Joel Embiid, on ne le verra pas sur le terrain, en tenue en tout cas, entre 2 et 3 semaines. On a eu très peur, Tom, sur cet énorme dunk que Joel Embiid, sa saison soit terminée. On a eu très peur, on a repensé au croisé, on s'est dit voilà, parce qu'on sait que c'est son plus gros point faible, c'est son physique, c'est pour l'instant, en NBA c'est toujours ce qu'il a stoppé quand il était en forme. Là il était dans la meilleure forme de sa carrière, on parlait de lui comme potentiel à MVP, bon il n'est pas fini, il va revenir, mais c'est vrai que ça le coupe dans son élan, c'est un big man, c'est quelqu'un de lourd, pour revenir c'est toujours un peu plus compliqué. Bon on espère que il va revenir assez vite. On sait que les équipes NBA prennent pas mal de précautions surtout avec pour les retours des joueurs, donc on leur fait confiance. Ouais. Thomas disait qu'il était dans la course au MVP, il l'est toujours, mais est-ce que cette blessure peut un petit peu changer la donne? Évidemment. Quand tu manques 3 semaines de compétition, à voir dans quelle forme il revient, parce que ça voudrait dire que non seulement il rate ces 3 semaines, mais en plus derrière il revient à top niveau de MVP. Là il était favori pour tout le monde dans cette course-là. Oui, moi je pense que même si c'est très ouvert, aujourd'hui, cette petite course, 3 semaines comme ça dans la tête, ça pourrait... Après le break du All-Star Game en plus. Ouais, en plus, dans le dernier run. Voilà. Donc oui, il est favori jusqu'à maintenant. Si c'est 3 semaines vraiment arrêtées ou si c'est une semaine d'arrêt avec une reprise progressive. Mais ça change rien que si tu manques une quinzaine de matchs, enfin une quinzaine, j'abuse, mais peut-être au moins une dizaine. Peut-être que Thomas type le fait qu'il va peut-être revenir en forme où il aura fait 3 semaines de rien. Voilà. Normalement, la NBA, quand ils disent 3 semaines, c'est que la 3e semaine, tu reviens. Ou alors, tu es réévalué. Donc, ça veut dire que déjà, au bout d'une semaine, il reprend la course. J'ai vu l'action, je pense pas que ce soit une énorme blessure. C'est soit croisé, soit pas très grave. Ouais. Donc, je pense qu'il va revenir au top pour moi. Voilà, il va faire un peu de repos. Patience, en tout cas, ça sera pas avant. Objectif playoff pour lui, ça sera plus que MVP. De toute façon, très bien, effectivement. Voilà. Alors oui, on aimerait bien que Joel Embiid soit MVP. C'est un joueur qu'on aime bien, qui est dans la forme de sa vie. L'objectif des Sixers, c'est quand même d'arriver sur une finale NBA plus qu'un trophée individuel pour Joel Embiid. On repart chez les Bucks, on avait parlé de l'arrivée de PJ Tucker, il y a aussi l'arrivée de Toupane. Axel Toupane qui a signé un two-way contrat, a pris une bulle fantastique en G-League. Et on est content d'Axel Toupane qui avait déjà eu une expérience avec les Bucks assez courte. Et là, il retrouve un contrat, donc un two-way contract. Et c'est un rôle, il y a Torrey Craig qui est parti. C'est un petit peu ce rôle-là, ce profil-là de défenseur capable de mettre des tirs dans les corners. Et surtout, on sait qu'Axel a cette énorme qualité de connaître son rôle. Il n'a pas s'inventer une vie. Ouais, pour lui, c'est un super coup. J'espère qu'il va réussir à s'imposer. On sait que les two-way contracts, c'est pas facile. Tout le monde les cherche. Après, il faut aussi dire qu'il a fait un énorme sacrifice, parce que c'est un joueur assez coté en Europe, qui aurait pu avoir un très bon salaire. Il a préféré partir en G-League pour essayer de retrouver une place en NBA. Il a réussi. C'est pas facile. Il a de très bonnes stats en
en G-League. Et comme tu l'as dit, il peut avoir un rôle. Pour moi, il a une carte à jouer dans cette équipe, dans un rôle de 3&D, comme ils aiment bien en ce moment en NBA. Donc, On lui souhaite plus de minutes que le Torrey meilleur. Craig. Ouais, bon, ça sera pas. Non mais t'as raison en plus hein, de comparer ça. Ils vont chercher un autre joueur. Le fait qu'il transfère, parce que tu sais quand ils signent, donc c'était avant le trade de PJ Tucker, on se dit mais ils ont déjà Torrey Craig qui ne joue pas dans exactement ce rôle-là, donc c'est un peu bizarre. Finalement il y avait Ça prend du Anguille sens. Soroche, ça prend son sens, son sens pardon. On souhaite évidemment le meilleur pour Axel, c'est-à-dire un rôle et pourquoi pas un long run pendant ces playoffs. En tout cas, ça fait quand même pas mal de Français dans des équipes favorites ou contenders. On a Nico. Timothée Luaou avec Ouais. les Nets, on a Axel avec les Bucks, on a Nico avec les Clippers, et on a évidemment Rudy chez le Jazz. Bah, écoute, en tout cas, on espère avoir un Français, au moins un Français, si ce n'est plus, en finale de conférence cette année. Et pourquoi pas des Français face à face. On enchaîne avec Stephen Curry, meilleur passeur all-time des Warriors. Ça arrive que maintenant, et en plus, c'est un vieux record. Il dépasse Guy Rogers. Et, Guy Rogers, ça régale. Voilà, donc Tim Hardaway, Rick Barry et Chris Mullin, des joueurs qu'on connaît un petit peu plus, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, on a découvert que Guy Rogers était le meilleur passeur de l'histoire des Warriors. Dans la foulée, Steph Curry devrait aussi bientôt devenir le meilleur scoreur de l'histoire des Warriors, sans grande surprise. En dépassant Will Chamberlain pour le coup. dépassant Will Quelqu'un Chamberlain. qu'on connaît un peu plus. Guy Rogers, c'est un gars qui jouait donc aux Warriors de Philadelphie, de San Francisco, de 58 à 67. Donc c'est vraiment d'un autre temps, mais c'est aussi pour montrer, on en parlait avec Tom juste avant, que finalement il n'y a pas de meneurs de jeu qui se sont imposés sur de longues périodes côté Warriors. On a beaucoup de mecs, Baron Davis qui devient vite en tête, mais finalement il y en a peu qui sont restés très longtemps. On sait quoi, même Tim Hardaway, finalement, qui est le premier meneur comme ça qui Ouais, bien vient sûr. côté Warriors, mais lui, c'est après qui part à Miami aussi, qui finira, je crois, à Dallas. Donc voilà, c'est vrai que Steph Curry il a pour lui la longévité que d'autres meneurs légendaires des Warriors n'ont pas eu. On enchaîne avec une autre légende, c'est LeBron James, qui lui devient le plus vieux le plus vieux joueur à faire 2 triples-doubles d'affilée à 36 piges. LeBron, c'est Benjamin Button, il ne vieillit jamais, ou en tout cas dans le bon sens. Il est relou, LeBron. Ah, moi, vous connaissez mon avis sur les triples-doubles en NBA. Hein. J'ai l'impression que c'est de plus en plus facile. Bon, après, il faut les faire. Mais dans son style de jeu, voilà, il est meneur, il est grand, il va au rebond, il joue pas mal de possessions. Bon, voilà, on est content pour lui, mais je pense que lui, il en a un peu rien à carrer. Enfin, Bah, il est content, il a mis son petit tweet. Ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'on lui enlève absolument pas son. Voilà, ce qu'il vient de faire, c'est exceptionnel. Mais on a cette stat qui est folle. Là, la nuit dernière, il y a 6 joueurs qui ont produit un triple-double et ils ont battu le record. Sur une nuit, c'est un record. Record qui Sachant était que la semaine dernière, de avec 5 cinq. joueurs. Donc il y a de plus en plus de triple-double. C'est vrai que quand tu regardais du basket début 2000, faire un triple-double, tu vois, Jason Kidd, il faisait un triple-double, tu disais waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Il se passait quelque chose. C'est pour ça que Ricky Davis a essayé de faire ce triple-double en tirant sur son propre panier. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les triple-doubles, t'envoies tout le temps, on est presque habitué, ça n'enlève pas moins la performance de LeBron qui a dit après le Star Break, ça y est, on va s'y mettre et les Lakers ont visiblement envie d'élever un tout petit peu le niveau parce qu'ils étaient un peu endormis depuis un mois. Et la blessure d'élever leur niveau toujours, c'est Anthony Davis. Tout à fait, qui est blessé et qui reviendra dans plutôt longtemps. Ouais, 4 à 6 semaines, c'est ça? Tout à fait. Ça fait, là, les playoffs se rapprochent. on et est c'est sûr vrai de que rien avec lui. Ça, le Et on est problème. sûr de rien. Et je pense qu'ils ont surtout 3 à 4 semaines, donc, et surtout, ils n'ont pas envie de prendre de risques, je pense. Et ils font bien. Parce que quand on voit la saison de Marc Gasol, on se dit qu'il va avoir besoin de lui tirer sur la couenne pendant les playoffs et autant qu'il revienne à 100%. On reste avec les Lakers, on sait qu'il y a plein d'histoires à raconter en NBA et donc il y a une série qui va être adaptée sur le Showtime des Lakers, donc les années 80, avec notamment Adrian Brody qui jouerait Pat Riley. Ben pourquoi pas, c'est quand même une des périodes les plus cool et les plus fastes en NBA avec les Lakers, qui était en pleine rivalité avec les Celtics de Larry Bird. Honnêtement, c'est une série sur laquelle je vais me pencher, même si on sait que transmettre le basket à l'écran, c'est pas toujours Le le truc sport, le même plus le simple. sport. Le basket, mais encore plus le basket. Bah après c'est HBO, donc HBO qu'on connaît tous parmi les meilleurs producteurs de séries. Il n'y a que des vrais gars qui ont été recrutés au casting, donc c'est aussi voilà. Basé sur le livre de, comment s'appelle-t-il encore, de Jeff Pearlman, donc sur justement ces années-là. J'imagine et j'espère que ce sera surtout centré sur l'envers du décor. Non mais c'est vrai, sur j'ai les envie de voir coulisses. Magic. C'est ça qu'on a envie de voir. Et savoir un s'il y a peu. des images de match, j'espère que ce seront des images de match, d'archives, et pas des mecs qui jouent au basket. Si tu as envie de voir l'envers du décor avec Magic, ça sera moins de 18 ans, je te dis tout de suite. C'est l'idée. Donc voilà, non mais ça fait kiffer. Écoutez, ce sera aussi
Une prise de risque, parce que j'ai pas souvenir. Il n'y a que des méga stars, hein. Donc Pat Riley donc au coaching, il y a Jerry West donc qui est GM à l'époque, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, James Worthy. Il y a Le casting est bon en plus donc pour la série, donc je pense que ça va être. Et il y aura aussi Magic, sa femme. Tu vois, il y aura. Je pense qu'il y aura tout cet envers du décor-là qui nous intéresse plus que le basket qu'on connaît déjà. On espère. Allez, on a fait le tour des news et on va s'attaquer au gros de cette émission puisqu'on va essayer de comprendre et de proposer même des idées au coach NBA, tant qu'à faire, de savoir comment stopper Damien Lillard. Bon courage les amis. 50 points de nouveau cette semaine. Damien Lillard est inarrêtable cette saison et tous les coachs NBA se posent la question à savoir comment arrêter Damien Lillard. On va commencer avec ce tableau pour faire déjà un bilan sur ses stats de saison. Plus de 30 points, 8 passes, une interception, des pourcentages très corrects. On va voir que ces pourcentages, quand on arrive en play-off, ont tendance un petit peu à baisser. Mais messieurs, avant de se pencher sur les défenses les plus adaptées sur Damien Lillard, allons d'abord sur sa panoplie offensive. C'est un joueur fantastique, un scoreur hors pair. Ah, c'est là où est le problème, c'est qu'il a tellement d'options dans son jeu, c'est par où commencer. Plus ça continue, plus il s'éloigne, plus il tire de loin. Donc il faut aller chercher loin. Et donc il te prend de vitesse, il se crée beaucoup d'espace. Il peut tirer à 2, à 3. À la rigueur, son plus gros point faible, entre guillemets, c'est peut-être les pénétrations où il est pas. Il est à l'aise, mais c'est pas sa force. Voilà, c'est pas sa plus grosse force. T'as raison. Mais il progresse d'année en année. Là, ça fait 2 ans, j'ai l'impression qu'il arrive au top de sa carrière. Donc le limiter, c'est ce qu'on peut faire. L'arrêter, c'est impossible. On peut le limiter au mieux. Moi, je te rejoins complètement. C'est un joueur hors norme, une force offensive complètement incroyable. C'est le meneur aussi moderne, donc très scoreur. Très bon leader, passeur en progression, j'ai envie de te dire. On se souvient que quand il arrive en NBA, il y a Nico Batum qui est dans cette équipe. Lui, son but, c'est de mettre des paniers, pas de gérer un tempo ou d'impliquer des coéquipiers. Il est là pour être scoreur. On a vu des milliers passer comme ça. Lui, ce qu'il rajoute, c'est déjà beaucoup de flow. On adore son dribble. C'est un contre un. Et puis, il a quand même une gamme de step back à droite, à gauche, qui le rend tout à fait inarrêtable. Et il y a quelque chose qu'on adore tous, dont on aura le temps de parler, c'est évidemment son côté clutch qui fait de lui en fait un joueur unique. Son côté clutch. Avant d'aller sur le côté clutch juste après, je voudrais qu'on aille d'abord sur la régularité et la progression de Damien Lillard. C'est ça, et sur le match à 50 points qu'il a fait cette semaine, il a déclaré dans l'interview d'après-match, que j'ai adoré, il a dit qu'en fait lui, il bossait toujours, il continue à bosser. C'est un statut aujourd'hui d'un des top 5 meilleurs meneurs NBA à minima, mais qui continue à bosser. Et quand on voit ses stats depuis 2016, qui sont tous à minimum à plus de 25 points par match, on voit encore un mec qui continue de travailler. Et en ça, c'est ça aussi Damien Lillard. Ouais, mais t'as raison, c'est vrai que c'est un bosseur et ça se sent, c'est un gars sérieux. Tu vois, parfois, on regrette pour d'autres joueurs concurrents d'être dans la facilité. Lui, on n'a pas ce sentiment-là. Et de pas progresser. Ouais, de pas progresser là-dessus. Mais en tout cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une éthique de travail qui est évidente. On a aussi aimé, tu sais, cet été, lui, il va dire, mais moi, en fait, j'ai pas besoin de mettre mes highlights d'entraînement sur les réseaux. Tu sais, je m'entraîne, en fait, j'ai pas besoin de le prouver. Et vous verrez l'année prochaine, je serai encore meilleur. C'est un peu ça qu'on ressent. Après, son jeu est déjà tellement complet. Il a progressé sur des points forts qu'il avait déjà avant. J'ai pas eu l'impression que le jeune Damien Lillard a ajouté des choses à son jeu, tiré de très loin. Il a toujours fait, c'est juste que tu prends confiance. Régularité. Et voilà, tu gagnes en régularité. Il a perfectionné ses forces. Tout à fait, absolument. Il avait un point faible, entre guillemets, c'était qu'on l'orientait souvent sur sa main droite. C'était bon en début de carrière. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. En fait, ça reste un point faible. Alors, un point faible pour Damien Lillard. Il est largement plus fort sur sa main gauche, il est plus rapide, il est plus explosif. Il y a beaucoup de ses dunks. Est-ce que tu as des images de dunk quand il va à droite? Non, il va toujours à gauche, il finit comme ça, Enfin, il a un truc naturel et on a tous plutôt ça. Je sais que toi, Thomas, t'es pareil. Moi aussi, je suis un peu pareil. J'ai plus de facilité à aller sur ma main gauche et à être plus créatif main gauche. Tu vois, on peut pas trop l'expliquer, évidemment, à des niveaux autres que celui de Damien Lillard. Tom, pour ajouter un problème à l'équation Damien Lillard, c'est aujourd'hui pour toi le joueur le plus clutch de NBA? Oui, largement. Il a prouvé. Il y a les statistiques aussi qui le prouvent. En fin de match, on sait que c'est un danger. Il peut, la nuit dernière, non, c'était à 2 nuits, pardon, contre les Pelicans, c'était dans le dernier quart-temps, ils sont à -16, et après, lui commence à se réveiller. Et après, moi, je suis un peu déçu des défenses en général. Je trouve qu'il agresse pas assez, il le laisse shooter un peu facilement, entre guillemets, c'est pas des choses faciles. Quoi. Pour lui, en tout cas, il le laisse dans sa zone de confort.
Je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait pas un gars qui se casse le cul sur lui, qui se dise bon, ce soir, je vais essayer de me le faire, le fatiguer pour qu'il arrive en fin de match un peu déstabilisé, entre guillemets, mais qu'il soit pas à l'aise, qu'il ait des moments de faiblesse. Et là, il arrive, il joue tout le match tranquille, il monte la balle tranquillement. Enfin, je trouve que La saison régulière qui veut ça. ouais, il lui laisse un peu la vie facile. Alors moi je suis d'accord sur la saison régulière, mais quand le match se joue dans les dernières secondes, j'allais dire minutes, mais même secondes, on l'a vu cette année, notamment face à Chicago, on l'a vu face aux Pelicans, mais tu as le droit de le monter un petit peu dessus. Tom, on va te lancer sur un tableau justement sur les trois aspects un petit peu défensifs de Damien Lillard, pour qu'on puisse avoir trois aspects pour commencer à bosser. Tom, si tu peux commencer à envoyer le tableau. C'est on a 3 séquences un peu différentes. Regarde, tu peux la prendre derrière. Donc on a tiré son short, insulté sa famille ou lui mettre une olive. Faut toujours commencer par ça. Voilà. Donc, quand tu es coach, n'hésite surtout pas à aller tirer son short. Ça peut servir effectivement. Alors, je suis un peu déçu que Tom Servenu n'ait pas mis une olive, une olive sur un cocktail, sur le tableau, sur un cocktail, sur un martini. sur un martini de. Bon, ouf. ça c'est évidemment pour se marrer. Ça peut marcher pour certains joueurs. Hein. Ah. Pour ceux qui ont vu Joe Hampton dans Last Chance You, ça peut marcher tout ça. T'as connu toi, Tom, au niveau des mecs qui utilisaient vraiment des techniques de chien, de charognard comme ça? Ah, il y a des joueurs, oui, qui, dès que tu les croises tu vas passer dans la raquette, ils te mettent un coup de coude. Maxime Janveni était un peu connu pour On ça. salue Maxime. Hein. Voilà. qui mettent des brins un peu cadeaux toujours à l'opposé de l'arbitre. Ils voient, ça t'envoie un petit taquet sur le bras, tout ça. Et c'est vrai que ça manque un peu de ça en NBA. Après, c'est ce qu'ils veulent aussi du spectacle, donner priorité, on va dire, à l'attaque, les laisser. Ils veulent du spectacle, des statistiques, donc ça met en valeur. Prime à l'attaque. Voilà, prime à l'attaque. On est quand même d'accord pour dire que ça peut marcher, en fait. Alors, Sur des séquences plus très tu montes courtes. en niveau, moins ça marche, heureusement d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que à très très haut niveau, et je pense à Zidane hein, par exemple, qui a priori à 35 ans en finale de Coupe du Monde devrait pas péter les plombs. Si même lui est capable de péter les plombs, ça peut marcher. On a dit ça pour rigoler. Mais ça peut fonctionner à tout niveau. Avant qu'on aille sur un tableau où on a choisi 3 options plus sérieuses de la Minera, moi j'ai une image en tête. C'est Final Four où le CSKA gagne avec Nando, où il est MVP, c'est à Berlin il me semble, de mémoire. En demi-finale, il met 33 ou 34 points. Donc il arrive en finale face au Fener. Et c'est Celui celui qui a la mâchoire un peu de côté, le Serbe, ça me revenir, qui se met en défense sur lui, en mission. Ce qui se met en mission sur lui, première attaque. Ballon à l'opposé, Kalinic, Nikola Kalinic. Gros, moi je suis vraiment quasiment bord terrain. Ballon à l'opposé, Nando il commence à aiguiller, l'autre il arrive, il lui met un truc dans la bouche. C'est le message. Nando, bouche en sang, il regarde l'arbitre. Il lui fait, il a fini un match à 28 points, il est champion et MVP du Final Four, mais ça existe de mettre, ça c'est un truc de consigne, hein, c'est qu'à l'opposé on te charbonne. Et Nando, il avait regardé la vie en disant, regarde, ça commence comme ça. Bon après il les avait fournis tout le match. Nando est un ultra calme. Donc... Voilà. Donc, mais tu vois ça, je m'étais dit, en fait, donc des fois durcir sur des force scoreurs comme ça peut faire partie du. Ça se tente. Ça peut faire partie. En tout cas, dans les 3 séquences de jeu pour défendre sur Damien Lillard. Tactiquement plutôt. Tactiquement. Donc on n'a pas mis le coup de coude dans la bouche. Évidemment, même si pour certains ça peut être quelque chose. Donc on a avec le ballon, parce que c'est important, Damien Lillard a beaucoup le ballon, c'est être en surpression, on va revenir dessus. Off-ball, c'est-à-dire que quand il n'a pas la balle, c'est quasiment être sur une défense stricte, pas de changement, quasiment même fermé à la balle. Et puis sur pick and roll, passer avec le petit, donc passer au-dessus du poseur d'écran et faire aider reprendre avec le grand. Là on va voir si on step up plus ou si on est juste en contrôle. Là-dessus Tom et moi on n'est pas d'accord. Tom, tu nous donneras ton avis. Allons sur avec la balle, être en surpression. Et c'est un petit peu là, les discussions qu'on a beaucoup ces derniers temps, c'est que, je prends l'exemple de Paul George, évidemment, on prend l'exemple de Kobe White sur le match contre Chicago cette année, où Lillard met 2 paniers à 3 points alors qu'ils sont à plus 5 les Bulls. C'est ce côté être en surpression, l'obliger à changer ses habitudes. Là, tu vas déjà sur la fin de match. Et on aura un autre tableau pour parler de la fin de match. Et c'est un très bon exemple, tu as raison. Mais je pense que le basket et le sport en général te fait pas défendre de la même manière sur 38 minutes sur un match européen et 2 dernières minutes. Il y a toujours une adrénaline qui est très différente sur les fins de match et il y a ceux qui arrivent à la canaliser et l'autre qui part en couille. En tout cas, là, on va rester dans le match. On a mis sur pression parce que on le dit depuis tout à l'heure, il est le joueur le plus adroit de très loin. Il est même plus adroit que Steph Curry maintenant. Il a développé ça cette saison. C'est une véritable arme. Avant, c'était un truc un peu hors du commun. Tu te dis, putain, vas-y, il tire de loin. Là, c'est fini maintenant. On a vu qu'il était capable de tirer de loin et dans une forme de geste tout à fait normale. Donc, quand on dit en surpression, c'est que
même sans aller le faire être en overplay sur la remise en jeu, c'est qu'en fait, quand il dépasse la ligne médiane, il est dangereux. Donc ça veut dire être déjà dans ses jambes. Oui, il va peut-être te passer, mais c'est pour ça qu'on joue à 5 au basket, c'est que tu peux imaginer des trucs derrière. Mais en fait, tu l'obliges à faire quelque chose, tu fais le choix de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose par rapport à Kobe White ou Paul George, c'est qu'en fait, ils défendent pour ne pas se faire passer, mais pas pour l'obliger à tenter un truc. En fait, et c'est ça qu'on peut reprocher sur Damian Lillard en ce moment. Ouais, clairement, il le laisse dans sa zone de confort pour moi. Après, moi, je pense, ce qui me déçoit un peu quand je vois les défenses, elles font toujours la même chose. Elles varient pas. Sur les pick and roll, ça reste toujours à plat. Donc lui, il est tranquille, il sait que ça va sortir à plat. Donc il peut anticiper. Je sais pas, changer un step out pendant 3 actions. Après, changer un peu prise à 2 pour l'obliger aussi à passer la balle et à le frustrer aussi, c'est important. Essayez des prises un peu à 2, vous laissez le joueur seul à l'opposé. C'est pas un énorme passeur en plus, c'est pas sa qualité première. Donc je suis toujours un peu surpris de ce manque de créativité de la part des défenses. Et c'est bien ce que tu sais. Ça me fait penser vraiment quand tu me dis ça. Il y a une équipe et un joueur qui a réussi à le faire, c'est les Pelicans en playoff en 2018. Et ce que tu viens de dire, le surprendre, le gêner, le contester, et c'est ce qu'il a confié au mois d'août sur le podcast de JJ Redick, c'est qu'ils sont revenus justement sur cette défense des Pelicans et notamment celle de Jrue Holiday où il a dit ils me sont rentrés dedans. J'avais l'impression que Jrue Holiday, il savait ce que j'allais faire chaque fois que j'avais la balle, et du coup ça m'a contrarié. Et ils sont rentrés dans sa tête dès le premier match, et toute la série, ça finit d'ailleurs par un sweep. Et ça, j'ai trouvé ce témoignage archi intéressant. Alors ce qui est relou, c'est que Damian Lillard, de cette défaite-là, il est revenu beaucoup plus fort, il a progressé. Mais on a vu que le contrarier, ne pas le laisser rentrer dans son flow, même s'il est à 10 mètres du panier, c'était quelque part le début d'une bonne défense sur Damian Lillard. Tout à fait. Et quand Tom dit sa zone de confort, quand on dit zone de confort, c'est pas rouge ou bleu sur une portion de terrain. Une zone de confort, c'est la manière dont tu vas amener ton panier. Et Damian Lillard est peut-être le meilleur joueur aujourd'hui justement sur je t'amène, je te balade et boum, tout d'un coup je fais quelque chose et je fais un step back, je pénètre ou autre. Donc du coup, pour contrarier ça, il faut que tu sois dans ses jambes, il faut que tu essaies de le faire jouer, il faut que tu essaies de le faire accélérer son tir. Et ça peut être, par exemple, on a dit sur pression, ça peut être je me colle à lui et je l'envoie sur sa main droite. Au moins, tu décides de faire quelque chose. Après, sur la variation, on est tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a 2 temps, c'est-à-dire que quand il n'a pas la balle, et allons là-dessus, ton défenseur, il doit être en strict. Tu disais à un moment donné, même parfois ne pas regarder ce qui se passe dans le jeu. Donc en Europe, on aime bien dire box and one. Donc il y a un gars qui est là et qui regarde même pas ce qui se passe. Gros, t'es là, voilà, bah vas-y. Jrue Holiday, allez voir sur YouTube, il y a une défense de Jrue Holiday sur les 4 matchs. Et c'est ce qui fait, des fois, le ballon est à l'opposé. Lillard est donc de l'autre côté. Et il ne regarde même pas la balle. Il est dans l'anticipation de tous les déplacements de Lillard. Ça veut dire que avant que Lillard bouge, il a déjà orienté. Tom, tu vas pouvoir nous expliquer ça. C'est des consignes de coach, ça aussi, et passer avec dans les écrans. Ça, c'est très, très énervant en plus pour un attaquant. Moi, je l'ai déjà vécu à plus petit niveau quand je suis reparti en N2. Des mecs qui ne regardent même pas, ils te regardent que toi, c'est très frustrant. T'es en train de nous dire que t'étais une star de National League. Non, mais bon, ils cherchaient des solutions. On va dire. Mais ouais, moi, on en revient à... Je sais plus ce que je voulais dire. Il y a un truc, tu vois, parce que tu prends souvent l'exemple de Jrue Holiday, ce qui est normal, ils se font sweeper et tout. Ah oui, dernièrement, on a vu des choses. Hein. On a vu la bulle, j'ai vu les Lakers reprendre exactement ce qu'avaient fait les Raptors sur Steph Curry en finale quand Clay s'est blessé. Forcément, les Raptors sont avec une fois en finale, mais et KD s'est blessé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dit bon il reste qu'un mec. C'est un meneur, force au pick and roll, force shooter, et qui joue beaucoup deuxième arrière, donc avec beaucoup d'écrans comme ça, avec des grands qui viennent lui poser des écrans. Qu'est-ce qu'il faut faire? T'envoies KCP et Caruso, et même Kuzma parfois, et tu le sticks tout le temps. T'es tout le temps là, nan. Il n'y a pas des Steiger ou celui qui défend sur le deuxième poseur d'écran, qui va essayer de faire interception. Non, chacun est responsabilisé, et donc KCP qui est vraiment en canne, Caruso qui est un très bon défenseur, Jrue Holiday qui est un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, sont capables. Parfois, il y aura un bon écran, il y aura un petit écart, les gars sont forts, donc c'est normal qu'il y ait des paniers. Mais en tout cas, tu vas essayer de le contrarier là-dessus, sur toutes les coupes. Tu vois sur les images de Holiday sur Lillard, tu vois qu'il est en mission dans l'attitude. Ouais, tout à fait. Il est fléchi, il est gainé, il est prêt, il est préparé pour ça. Et je trouve que ça manque un peu de joueurs comme ça. Et du coup, mais alors, c'est là où je voulais te lancer aussi, c'est que suivre un joueur ou passer avec un joueur dans les écrans, ça demande aussi de l'anticipation et tu laisses de la gomme aussi. Ouais, défensivement, je veux dire. Ouais. Défensivement. Les deux d'ailleurs. Faut être une mission. Les deux. Faut être en mission. Tu laisses de la gomme, mais c'est un état d'esprit. C'est sûr que tu vois des fois des défenses, les gars ils se laissent un peu prendre dans les pics, ils font pas l'effort de passer au-dessus. Ils éclatent de passer la jambe pour aller avec lui. Et tout ça, c'est un processus aussi. C'est au coach de dire de faire l'effort et aussi aux grands de se montrer.
et de repartir. Après, c'est là C'est c'est le intelligent. choix qui a été fait avec les Pelicans. Le grand faisait un petit step out pour laisser le temps à Holiday de le reprendre et je trouve ça intéressant. Moi. C'est important de dire que tout le monde n'était pas capable de faire ça. Non. On a cité que des mecs qui sont capables. Drew Holiday, KCP et Caruso. Damien Lillard a dit d'ailleurs en août dernier que pour lui, Drew Holiday était le meilleur défenseur extérieur de la NBA. Ce sera un super débat qu'on pourra avoir bientôt avec Ben Simmons. Mais oui, ça se défend complètement. Mais côté Lakers, c'est pas forcément les meilleurs défenseurs extérieurs, mais c'est des gars très intelligents et des gars de mission aussi. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le contrarier. C'est aussi donc une défense collective. Même si on met un mec Ah oui, en bien mission sûr. sur lui, il faut que derrière ça soit collectif. Et on l'a vu avec les Lakers, on l'a vu aussi avec les Pelicans. Il y avait cette envie aussi de lui mettre un vrai combat physique. Lillard s'est étoffé depuis sa saison rookie. C'est quand même un bel athlète qui est plutôt costaud, mais qui est petit, qui souffre un petit peu par rapport à des joueurs plus costauds que lui. Et il y avait aussi ça, ce fait est de le punir défensivement pour qu'ensuite il ait un peu moins de gomme en attaque. C'était aussi notamment la défense des Lakers sur le premier tour dans la bulle. Bah, je crois, et on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur qui a du coffre, même si en play-off, il nous a montré des moments de chute physique impressionnantes. Mais bon, c'est un autre débat. Dans un match, ce qui est bien au basket, contrairement à d'autres sports, c'est qu'il y a deux côtés. Et que il peut être très fort en attaque. Damian Lillard est un défenseur au mieux correct, voire parfois médiocre. Donc, Il a progressé. ouais, mais ça, il n'empêche que c'est soit un gars médiocre, soit un gars correct. Mais c'est pas un médiocre bon parce qu'il défenseur. ne fait pas trop les efforts, mais je pense contre les Lakers, ils l'ont joué, donc il a dû faire des efforts et il laisse de la gomme, mine de rien, à défendre 1, 2, 3 actions sur des LeBron James, tout ça. Moi, je pense que c'est aussi un point que je ferais, c'est voilà, Lillard, on le joue de l'autre côté du terrain, on l'amène au post-up, on le bourrine un peu pour qu'il perde de l'énergie et qu'en fin de match aussi il soit moins frais parce qu'il arrive trop frais en fin de match. Donc Sans oublier les fautes potentielles Voilà, qu'on va créer sur lui. pour réduire Ouais. son impact en attaque, ça peut aussi se passer de l'autre côté du Bien terrain sûr, et d'aller On ne l'abîmer. pourra pas l'arrêter de toute façon. Le seul truc qu'on peut faire, c'est baisser son pourcentage au shoot. Tout à fait. Et il y a plein de meneurs de jeu dans l'histoire qui sont fait cibler. Je pense à Tony Parker, évidemment. On a vu Tony Parker contre les Cavs, pas contre les Cavs, contre Miami parfois, être ciblé Contre les Pistons, c'est contre les Nets. 3 fois. Quand tout à il a fait. build-up ses à pieds être kids. ciblé, il y a un temps mort, il y a 3 actions. On va jouer sur Tony Parker. Pas que Tony Parker soit un mauvais défenseur, mais il a un physique un peu court. Il excelle pas dans ce domaine-là. Et ben, comme c'est un très bon attaquant, on va essayer d'aller le sortir de son match parce que ça fait kiffer personne de se faire cibler post-up et de dire bon bah vas-y maintenant défends gros. Il y avait Oh, c'est- aussi c'est relou, de ouf. Harden contre les Spurs, si je me souviens bien, qui le à jouait fait. 1 contre 1 quasiment à chaque action pendant un match. Donc Donc c'est vraiment, important. Tom, toi, dans ton parcours, je sais qu'à Cholet, tu as croisé des mecs qui, à l'entraînement, ont fait crier des Américains tellement que c'était indéfendable. Donc, c'est Nando De Colo et Rodrigue Bobois. Donc, alors, évidemment, là, on parle d'un joueur fantastique, mais dans ce Ils le contexte, sont aussi, hein. dans le contexte Choletais, Nando et Rodrigue, ils ont fait des trucs. Comment tu défends quand des mecs marchent sur l'eau comme ça? déjà, c'est des joueurs qui ont tellement de talent, ils ont trop d'options dans leur jeu. On en revient à ce que je disais, c'est leur entrée dedans. Moi, personnellement, quand j'étais j'étais en mission, je donnais tout parce que voilà, on veut montrer au coach qu'on peut défendre tout ça, donc c'est un bon moyen de gagner des minutes. Et voilà, tu t'arraches sur lui, tu lui rentres dedans. Ah bon, après c'est l'entraînement, donc on va pas te siffler 5 fautes, mais t'essaies en tout cas de lui rendre la vie difficile, de l'emmener dans des spots qu'il n'aime pas. Un gars comme Rodrigue, il aime pas trop quand on le charcute un peu, tout ça, donc tu sais que ça va l'énerver. Voilà, après, tu fais au mieux, mais tu n'as jamais vraiment de solution claire et nette. C'est eux quand même qui décident à l'arrivée. Ça, c'est vrai. J'aimerais qu'on aille sur les fins de match parce que c'est aussi ça qui va nous intéresser. C'est que Lillard, c'est là aussi où il écrit son histoire et qui s'est créé sa réputation, c'est sur les fins de match. Et là-dessus, on a quand même plein de choses, que ce soit avec la balle ou sur pick and roll. On a quand même l'impression que toujours, on en revient au fait qu'on le laisse. Qu'on le laisse faire un petit peu rentrer dans son flot et que même aujourd'hui bien défendre sur Lillard en fin de match, pour moi, ça ne suffit pas parce que Tout à fait. good dit better offense et qu'on a l'impression, Tom, j'ai envie d'avoir ton avis, deuxième Tom, c'est que pour moi, la meilleure solution pour Lillard en fin de match, c'est qu'il n'ait pas la balle et oui. qu'il faut tout faire pour lui faire lâcher la balle. Mais comme ces illustres aînés, à un moment donné, Kobe a enchaîné des tirs au buzzer, tu sais, Jordan, même LeBron, de deuxième passage aux Cavs, il y a un moment donné, mais tu sais, il était archi clutch. Au bout d'un moment, tu peux perdre un match, ça fait partie du jeu. Mais tu sais que le gars, et t'as posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il est le joueur le plus clutch de la NBA? Admettons que ce soit oui. Eh ben, faut pas qu'il ait la balle en fin de match. Alors, quand on ne dit pas avoir la balle en fin de match, c'est oui, de le contester quand il n'a pas encore la balle, mais ils sont tellement forts qu'il va réussir à se démarquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il a la balle pour qu'il la lâche? Eh ben voilà, on a
réfléchi et c'est pas la tactique de l'année. Mais moi, j'ai la sensation que contre Chicago, quand Kobe White il est là devant lui et tout, il faut que, au temps mort d'avant, Billy Donovan, ils disent. Le gars qui est à l'opposé, je sais pas qui est sur le terrain, Tadeusz Young, voilà, c'est le premier mec qui me vient à la tête, qui est à l'opposé, qui défend sur le poste 4 dans le corner, eh bien, ils viennent franchement dire, bon bah, tu vois, comme ça, on va t'empêcher de pénétrer, on va t'empêcher de tirer, et ça va être un autre qui va faire la décision. Si Melo marque, si CJ McCollum marque, si Robert Covington marque, bravo à eux, mais à un moment donné, le gars est tellement fort qu'on peut pas lui laisser avoir cette dernière décision. En fait, c'est ne pas donner, Tom, à Lillard, c'est pas à lui de choisir. En fait. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est la défense qui doit l'amener quelque part. Et s'il met un shoot difficile, bravo à lui. Mais bon, moi, je repense au shot. On a vu ce débat sur le shoot contre Paul George. Pour moi, j'avais dit que c'était une défense correcte. Est-ce que tu as changé d'avis depuis? Comme Paul George. Non, pas spécialement, parce que quand même, le shoot reste incroyable pour Mais ouais, moi. mais c'est Damien Lillard. Ouais, mais en step back, côté droit, à 9 mètres, il en met pas tous les jours. Il en met les pieds dans le ciment. Moi, je trouve qu'il en met tous les jours maintenant. Dans le ciment, mais pas en step back. Moi, ma théorie, c'est que sur une dernière position comme ça, Lillard, en bugne à bugne, t'es pas maître de ton destin. Voilà. C'est pas toi qui décides. Et Paul George, t'as raison, sa défense, elle est pas mauvaise. Mais avec un mec comme Lillard. À cette époque-là, il n'était pas aussi dominant sur ce tir-là. Maintenant, après, je trouve qu'il est là. Maintenant, il est vraiment à l'aise. Après, oui. L'agresser, l'emmener à 2 points, on sait qu'il va. Moi, je trouve que lui laisser faire 4 dribbles, lui laisser faire 4 dribbles, pour moi, tu n'es pas maître, tu ne maîtrise pas ton destin. On n'est pas en 2004, là, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est vrai que quand on parle de zone de confort, là, il s'installe tranquillement pour. Et regarde Paul George comme il est, et il faudrait faire la comparaison avec Jrue Holiday qui rajoute un pas de plus. Et ce pas de plus-là, quelque part, il change pas mal de choses. Ouais, mais non, mais c'est un tir exceptionnel, t'as raison. Un truc de ouf. Mais c'est pas. Un tir exceptionnel, il n'y a pas. C'est pas un tir assez dur. En fait, c'est ça le truc dans la prise de décision. Il est pas assez dur. Il y a égalité. Il y a égalité. Donc, on est d'accord que n'importe quel coach va dire allez, va chercher peut-être la faute, un lancer. Alors, il le sait aussi, je pense, Paul George. Il se dit que bon, il n'a pas besoin d'un 3 points forcément. Alors, je te pose une autre question. Admettons que donc là, tu es le coach ou Paul George, tu fais ce choix-là il y a 1 an et demi. D'accord. Là, c'est exactement la même situation en 2021. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, là, on sait qu'on monte. Ah bah voilà, donc on est d'accord. Tu vois, t'as changé d'avis. Ouais, j'ai changé d'avis. Et la prise à 2, du coup, qu'est-ce qu'on en fait la prise à 2? Toi, tu fais moi, sur je la suis prise à fan 2? Alors moi, sur pick and roll, sur pick and roll, de toute façon, moi, la base de la base, c'est que je ne veux pas de 1 contre 1 Lillard face à son défenseur, tel qu'il soit. Je veux pas. Parce que il est trop fort et que je maîtrise pas mon destin. Donc c'est où je vais faire une prise à 2 très haute sur la remise en jeu pour qu'il n'ait pas la balle. Et ensuite, après, je suis en strict. Si pick and roll, je vais trapper. Par contre, sur pick and roll, c'est automatique, c'est step up. Je l'oblige à lâcher la balle. Ça marche aussi pour Doncic, d'ailleurs. Je vais. Ou Steph Curry. Ou Steph Curry. Je veux pas. Je préfère que McCollum, qui peut les mettre, que même Melo. Mais en tout cas. Avec ce qui s'est passé ces 4 dernières années, et on peut même aller plus loin en 2013 quand il met le tir face à Houston, où Chandler, il a la très bonne idée de rester dans tous les écrans plutôt que de le Pour suivre. le coup, il savait pas, lui. Voilà. Mais je te dis que je préfère que Melo ou McCollum me punissent. Il faut faire des choix. Et le pire des trucs face à Lillard, c'est de pas faire de choix, c'est dire allez, je me la joue à la vraie. Non, après, on va pas non plus laisser McCollum et Anthony tranquilles à 3 points. C'est pas ça qu'on dit, non, je sais. Ah non, Thomas. D'accord. Derrière, t'as un triangle, tu joues les gardiens de but. Quand je dis, je veux Derrick Jones Junior, je veux des gars rapides, Covington. Moi, je suis d'accord pour une trappe sur le pick and roll. Bah, après, il faut une organisation derrière. C'est-à-dire laisser le joueur à l'opposé de la balle le plus loin. Explique-nous d'ailleurs comment ça peut se passer avec les 3 derrière. T'es dans la merde, voilà comme ça se passe. Non, en général, ce qu'on travaille sur les trappes sur pick and roll, c'est qu'on monte fort agressif pour que lui ait une passe difficile à faire, pas qu'il soit comme ça en sifflant. En général, si tu sors agressif, il est obligé de faire une passe un peu lobée, donc lente, et tu as le temps de revenir sur les autres joueurs. Et là, tu vois, lui, il va sûrement essayer de revenir la chercher. Là, tu essaies de le recouper, mais tu as gagné du temps, tu l'as fait travailler, et il est moins dans sa zone de confort. Et surtout, sur ces trappes pick and roll, en général, tu coupes côté ballon très fort, voilà. Et tu laisses la passe la plus longue, tu dis, et ça laisse le temps de s'organiser. Donc, il y a des choses à faire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on reproche tous les 3, on est assez d'accord là-dessus. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est qu'on trouve que, justement, on laisse trop Lillard décider par lui-même. Et son talent fait que souvent, quand il décide, il gagne. Et là, on voit que Lillard est quand même bien accompagné, mais que c'est lui qui inscrit le plus de paniers à 3 points à plus de 9 mètres, quoi. Ah oui, mais c'est devenu une arme à part entière. Hein. C'est plus un tir fantaisiste maintenant, c'est c'est une arme de Damian Lillard. Il est capable d'utiliser à n'importe quel moment du match. Donc c'est énorme. 37%, ça n'a aucun sens. C'est mon pourcentage de lancer franc. C'est incroyable.
Juste une petite question. Lillard est en train de réussir une saison fantastique. Le bilan est toujours un petit peu à la Blazers. Il est correct, mais ça suffira certainement pas pour être MVP. On peut l'imaginer. Il va falloir monter au classement. Bah ouais. Donc pareil. Là, il est un peu juste. Ça va être. Il sera dans les discussions, mais il sera trop juste. Ouais, il aura des voix, il finira 4e. Pour moi, c'est pas le MVP. Il y avait une dernière solution aussi que les Lakers ont faite. J'avais lu ça dans un article, c'est que son défenseur, quand Lillard shoot, part en contre-attaque. Et du coup, ça. Alors, c'est plus psychologique. Je suis pas spécialement convaincu, et je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est que ton défenseur joue la carotte terrible et que toi, à peine t'as shooté, tu vois ton mec partir et que t'es déjà peut-être dans une transition d'état qui peut te déranger pour mettre un tir. C'est bien pensé. Hein. Après, en fait, la réalité de ça, c'est que tu peux te dire qu'il marque pas. Bon, admettons, il en marque 1 sur 2, ce qui est déjà énorme. Ça te fait quand même 50% de chance d'avoir un lay-up. Et KCP joue très bien ce truc-là. La mobilette. Et il y a un dernier truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que les Lakers ont utilisé un truc, c'est que lorsqu'ils défendent pas de la même manière quand ils dribblent main gauche pour pénétrer et dribblent main droite. Quand ils dribblent main droite, ils vont avoir une nette hyper franche parce qu'en fait, il a moins tendance à aller au lay-up, il a moins tendance à prendre un tir. Donc du coup, il a plus tendance à faire une passe et c'est ce qu'ils veulent. Alors que lorsqu'il est côté gauche, là, on est beaucoup plus agressif. Donc il y a aussi ça. Alors c'est difficile à mettre en place. L'avantage, c'est que c'est des joueurs NBA, donc les joueurs les plus intelligents du basket, donc les plus forts. Il y a tout ce truc de se dire, voilà, les angles, quelle main, quel truc. Il faut avoir la réactivité in-game. Ils sont capables de l'avoir, les Lakers l'avaient très bien fait. Drew Holiday, c'est vraiment la masterclass. Mais les Lakers l'année dernière, c'était très très haut niveau. Il faudra qu'on utilise toutes ces techniques de défense sur la rookie, ça la. Ouais, mais en plus, c'est marrant que tu parles de ça parce que Factory. j'étais en train de me dire, toi, tu serais bien sur Lillard. Je pense que tu pourrais l'arrêter, honnêtement. Je pense que t'as les qualités physiques. espèce de trou du cul, voilà, je le dis. Ouais, tu peux le dire. Et du coup, tu lui as posé la question, lui a le droit d'y répondre. Moi, je te pose la question, est-ce qu'il est le joueur le plus clutch de NBA? Pour moi, il est le joueur le plus clutch de NBA. Il y a Doncic juste derrière. Ah ouais? Ouais, pour moi, aujourd'hui, il y a Doncic juste derrière. Tu mets Doncic? Ah ouais, moi, Il a j'en pas vois un autre. Hein. Moi, bon, c'est mon gars, mais il a pas, jusqu'à présent, ses stats. Il est clutch, mais. Clutch, les gars. Je vous parle Oui, vraiment oui. on peut lui reprocher cette année. Moi, il est très fort, Doncic, mais on peut lui reprocher des trucs un petit peu sur. Mais moi, je trouve c'est le. De cette saison et en plus même sur les 6 dernières années, c'est lui le. Vous rigolez quoi? Il termine deux. C'est parce qu'il dit là, il est en train de te dire que Luka deuxième, c'est ça qui l'étonne. Tu m'as dit c'est ça qui m'étonne. Moi, il y a un gars- D'après moi, je l'aurais mis aussi comme toi, mais il y avait des stats qui étaient sortis Ah comme ouais, quoi mais il n'était dernière pas. Ah ouais, il a galéré. Parce que moi aussi, j'étais. Mais après, il a mis des paniers clutch marquants, donc c'est vrai que ça. Ah oui, mais ça fait partie du jeu. Donc Oui, moi, mais j'y crois. sur la régularité, Voilà, je dis pas. moi je vois 2 mecs que je mettrais plus clutch, alors pas forcément un truc, mais de mon avis, il y a un gars qu'on oublie tous, je sais pas pourquoi, Kyrie. mais non, Kevin Durant. Moi, Kevin Durant, c'est peut-être le seul mec avec Lillard à qui je donne une dernière balle et je dis vas-y frérot, marque. Et je suis presque sûr qu'il marquera. Et un autre gars qui est en cours, machin, de trucs, c'est Devin Booker. Devin Booker, j'ai la sensation que ce gars-là a un truc différent et qu'il rapproche un peu d'Améliore. Il n'a pas encore le volume. Hein. Complètement d'accord avec toi sur Booker, sur Kevin Durant, j'en parle même pas. Mais bon, il a le droit d'arrêter de se faire oublier tous deux et de jouer des matchs un petit peu. On espère qu'il va revenir. Bon, Kevin Durant, évidemment. Mais Devin Booker, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a ce truc en lui, mais aujourd'hui, j'ai quand même plus d'images de. Alors, j'ai ce tir dans la bulle de Booker sur Paul George qui est fantastique, mais j'ai quand même plus de buzzer beater ou de tir à 2-3 secondes de la fin de Doncic. Même s'il y a du déchet, j'ai quand même l'impression que ces moments-là, il a un truc pour l'instant qui fait qu'il se rapproche de Lillard et qui est un peu plus que Booker pour le moment. Et il y a sur Luka, on arrête de parler des trucs clutch. Tu vois, on parlait des défenses. Luka, il fait tout le temps le même truc, soit un step back à gauche, soit un pick and roll à 1m50. Ce serait bien peut-être d'arrêter de défendre comme des merdes. Mais ce qu'on vient de dire aussi sur Lillard, ça peut marcher aussi, peut marcher sur Doncic évidemment. Donc voilà, on verra. On va pas dire LeBron, mais LeBron, il y a plein d'autres mecs autour. Évidemment. Hein, Chris Paul. Non mais c'est pas parce qu'on cite les 2 plus clutch pour nous que les autres ne le sont pas. Attention, Bien sûr. C'est toujours important de le dire. En tout cas, on va voir l'évolution la fin de saison des Blazers, ça va être très intéressant. Il y a McCollum notamment qui est revenu. Et puis surtout, on va voir en playoff. On sait que Lillard, là-dessus, en playoff, ses stats sont souvent un petit peu en baisse et ses pourcentages surtout sont très compliqués. Qu'il a parfois, quand il passe les premiers tours, il a du mal à enchaîner les tours. On se souvient la finale de conférence face aux Warriors, il est arrivé essoré et là aussi, il s'était fait attendre défensivement. Donc c'est peut-être aussi ça le step d'après pour Lillard, c'est d'enchaîner les tours. Comme la Rookies qui enchaîne les matchs contre nous à l'Oaks Factory. On l'a battu, hein. On l'a battu. On a réussi à le battre. Sans commentaire. Bon, enfin, après, j'ai été fantastique. Donc maintenant, il a mal au pied, soi-disant, il peut plus. C'est vrai. Voilà, dites-nous, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de Damian Lillard? Est-ce que vous avez peut-être une tactique sur laquelle on n'est pas allé aujourd'hui pour essayer de limiter Damian Lillard? Parce que ces classes de joueurs-là, on ne peut malheureusement que les limiter. On enchaîne avec le focus et il y a des joueurs qu'on aimerait voir bouger, dont un Français. C'est le focus tout de suite.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Je repense à nos défenses sur Thomas Laroukis à Loose Factory. Ça envoie du bois. Hein. Tu sais, quand Thomas il va me voir, il me fait change, parce que je viens de prendre du museau et que j'ai la langue bleu marine qui pend comme ça. C'est mon ego en prend un coup. Mon ego en prend un coup. Mais on aime bien défendre. Je serai de retour bientôt, vous inquiétez pas, je me prépare. Non, mais Et Loose Factory aussi, du coup, j'aimerais bien aussi. on adore se faire fournir par Laroukis et Brun à la Loose Factory. C'est quand même bien plus rigolo que défendre sur Tom Serravino. Le message est passé. Le message est passé. Qui ne respecte pas la hiérarchie sur un terrain de basket, même quand on est en 3 contre 3. Messieurs, dans une semaine, c'est la trade deadline et ça va certainement bouger. Et on va commencer avec un Français, Evan Fournier, qui d'ailleurs a mis un tweet pour dire « Mais laissez-moi tranquille ». Mais oui, Evan, on va te laisser tranquille, mais quelque part, nous, on a l'impression que tu vas bouger. On n'est pas les seuls et surtout, on aimerait que tu bouges parce que... Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai quand même l'impression que Orlando lui a permis de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, un fort joueur, fort attaquant, qui peut rendre des services à toutes les équipes avec de l'ambition NBA. Et quand on voit ces stats-là, j'en ai envie, et en connaissant l'ambition d'Evan, on a envie de le voir aller ailleurs. Il est temps qu'il soit dans une équipe qui joue un jour le titre. Lui, on sait combien il en a envie. De jouer les playoffs, c'était déjà le niveau supérieur. Il est en fin de contrat, on rappelle, qu'il avait activé sa clause, sa player option pendant l'intersaison, et qu'il y a double objectif. Il y a à la fois être bon, être dans un bon projet, et il y a aussi le prochain été où il pourra signer un énorme contrat. Donc on imagine Evan partir, et ce qui revient à chaque fois, c'est un rôle de 6e homme, leader de défense, enfin leader offensif de banc, dans une équipe qui joue le titre. Ça revient tout le temps, ça. Alors, est-ce que lui, il a envie de ça? C'est un autre débat. Mais il n'empêche que, voilà, on voit les quelques destinations possibles. On a envie de voir Evan dans une équipe qui espère passer un tour de play-off. Thomas, toi, tu le verrais où, Evan Fournier, idéalement? Ah, ben là, il serait parfait, je trouve, aux Bucks en sortie de banc. Ce serait vraiment idéal pour lui. Après, je vois pas trop comment il pourrait atterrir là-bas. Non, ça c'est sûr. C'est un autre problème. Ouais, ça, c'est quand même un problème. Mais ouais, dans un rôle de 6e homme, shooter, Evan, il est connu pour être efficace aussi. Il a une efficacité sur des catch and shoot. Il a un jeu assez simple. Ouais, et donc clutch aussi, même clutch. Donc ça s'adapterait super bien, je trouve, aux Bucks. Après, il y a les Knicks et les Warriors. On sait que dans une interview, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait dit qu'il rêverait de jouer au Madison Square Garden pour les Knicks. Maintenant, pour jouer le titre, ça risque d'être un petit peu short cette année, voire l'année prochaine aussi. Les Warriors aussi, cette année, ça me paraît compliqué pour le titre. Mais après, c'est vrai que sur la construction future, le fait qu'il puisse s'installer là-bas et être un leader de banc, moi, je crois que s'il y a de l'ambition, Evan, il serait OK pour être un leader de banc. Oui, moi aussi, je pense. Tu as entièrement raison. Oui. Il y a le problème de l'argent. Il y a aussi le problème de l'argent qui va rentrer. On sait qu'il est free agent. Tout à fait, 7 millions, et il peut signer pour 20 millions la saison, je pense, tranquille. Donc c'est pour ça qu'il y a les Knicks qui reviennent souvent, parce que les Knicks ont envie de bouger. Tom Thibodeau croit en cette équipe, et ils ont envie d'ajouter un vrai gars sur le poste 2. Alec Burks est bon et tout, mais il faut passer au niveau supérieur. Un peu de talent autour de Julius Randle, un peu de talent offensif autour de Julius Randle, ça serait pas un luxe côté des Knicks. Ils ont pris des rétros pour ça aussi. Ouais, en tout cas, on va rajouter du talent. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Ça sera dans une semaine. On imagine et on espère surtout qu'Evan puisse aller dans une franchise et jouer les playoffs, même s'il a fait 2 fois d'affilée avec le Magic. J'ai vraiment l'impression Magic est au bout du rouleau en ce moment et qui s'éloigne de plus en plus des playoffs. On espère qu'Evan cette année pourra jouer les playoffs et que ça ne soit pas avec le Magic. On reste avec le Magic puisqu'il y a un autre joueur qui pourrait être aussi sur le départ côté Magic, ce qui montre que Orlando est en train de bazarder la saison. Ouais. C'est Aaron Gordon qui lui pourrait être pressenti du côté de Portland et Minnesota. Alors c'est un joueur, on le connaît, avec des qualités athlétiques fantastiques. Le problème, c'est qu'il a un QI basket un peu. Non, mais le basket, c'est pas de l'athlétique. On connaît ses qualités, on connaît ses limites aussi. C'est un joueur où la compréhension du jeu, c'est parfois compliqué. Moi, si j'étais coach, c'est pas un joueur que j'irais chercher personnellement. Non plus, hein. Je saurais pas comment le faire jouer, quel poste. Est-ce que vous pouvez me dire son point fort, par exemple? Voilà. Mais bon, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas de l'athlétisme. Voilà. Les choix sont catastrophiques. Je pense que tu vois, c'est un mec coaché. Ah oui, c'est ça. Un mec coaché dans un rôle défenseur, parce qu'il a un physique de fou, dans un rôle on parle tout à l'heure des mecs en mission. On avait parlé une fois sur ça. Voilà. Ouais, je me souviens. Tu peux t'en fais un défenseur quasi strict, presque un free and D++. T'as entièrement raison. Il a envie de ça, Aaron Gordon.
Bah frère, au bout d'un moment, si Bah, moi, ce que je vois, c'est Ouais, qu'il mais a, voilà, il a c'est ça. du cash, il est encore jeune. Lui, enfin, il y a toujours la perception que tu as de toi-même. Et Aaron Gordon, quand je le vois jouer et jouer des fins de match, je suis sûr qu'il est sûr d'être très fort et qu'il va jouer au All-Star. Donc, oui, t'as raison. Mais aujourd'hui, c'est pas son. Evan, les derniers cheveux qu'il a sur la tête, il lui a fait perdre. Hein, je te dis. Bah, c'est des joueurs à qui on a donné beaucoup d'argent, je trouve, assez tôt. Des hauts choix de draft Et et des comme tu dis, moi, responsabilités. quand je le vois jouer, mais c'est une bombe athlétique, mais je le vois pas aller au rebond, se jeter sur les gars, s'arracher le cul en Non, non. défense. Essaye au moins d'apporter ça. T'es pas exceptionnel à l'attaque, essaye d'apporter autre chose. C'est ça, moi, qui me. Avec Et comme son- tu dis, il peut être coaché, c'est vrai. Avec son physique, il faut qu'il aille sur ce qu'il sait faire de mieux. Je pense déjà défensivement, il doit franchir un cap, être un mec qui étouffe les gens. Par son physique, par son coffre, il peut défendre sur des 1, Il peut presque 2, tout 3, 4, défendre. voire un 1 s'il se met vraiment sur des missions, attention, pas 40 minutes, Non, hein, oui. mais sur des petites séquences. Déjà, rien que par rapport à ça, bien sûr. il peut faire changer un match. sûr. Et puis en attaque, un peu plus de justesse, attraper, jouer, 2 dribbles, 3 dribbles, max, attraper, shooter. Voilà, s'il fait ça, il peut rendre des vrais services. Mais aujourd'hui, oui, il faut C'est qu'il vrai tombe que sur t'as un coach raison, qui dit moi, je veux que tu fasses ça. C'est pas Nico Batum, c'est l'anti-Nico Batum, en fait. De toute façon, les deux équipes qu'on a mis, c'est deux équipes qui cherchent un poste 4 titulaire. Donc d'un côté, faire un trio D'Angelo Russell et une raquette aussi avec Karl Anthony Towns pour stabiliser d'un point de vue du niveau. Maintenant, moi, j'y crois pas du tout. Par contre, c'est la même chose. Ils ont pas. Bon, ça aurait dû être Zach Collins, tu vois, qui joue poste 4 titulaire et tout ça. Donc ils ont aussi besoin d'un mec sur ce poste, ces deux équipes. Donc à voir si ça se fait pour de vrai. Moi, je suis d'accord avec Erwan, en fait. C'est vrai que si quelqu'un arrive à lui mettre dans la tête que voilà, c'est à le coacher, après, est-ce qu'il en est capable? Voilà, les gars. Après, il faut pas être des C'est un mecs. joueur qui veut 20 millions. Hein, donc- C'est ça, un mec jeune Ouais, qui vaut 20 millions et à qui on va lui dire, gros, en fait, tu vas faire le minimum. Ah ouais, C'est vrai. ouais. Mais en tout cas, moi, je crois que son avenir à lui, il va là-dessus. C'est Un minimum qui pourrait le rendre meilleur, pour En moi, plus. à l'arrivée. en plus. Écoute, après, c'est un mec qui a quand même. Alors, ça fait partie du jeu, mais le belle concours hype. de dunk là, lui avait mis une hype et il vendait des maillots. Et Orlando, on sait que ça marche un peu comme ça. Ils l'ont signé aussi parce qu'il s'y retrouvait sur la vente des maillots. C'est aussi ça le business. On enchaîne avec un mec qui, lui, pour le coup, pourrait intéresser beaucoup d'équipes. C'est Javal McGee. Qui est pour l'instant chez les Cavs, qui fait une bonne saison, qui fait tout le temps, qui fait le taf, sérieusement, avec Jarrett Allen. Il est un petit peu embouteillage sur le poste parce qu'on l'a dit, Jarrett Allen. Clippers, Nets. Moi, j'ai l'impression que Javal McGee, peu importe où il va, dans une équipe qui veut jouer le titre, il va rendre des vrais services. Ce serait une progression pour s'il va aux Nets ou aux Clippers, parce que ces deux équipes-là ont besoin de ce type de profil, son expérience, on rappelle plusieurs fois champion, toujours dans des super groupes depuis 5 ans au moins, très bon coéquipier. Voilà, c'est un gars qui est prêt à jouer et qui n'a rien à voir aux Cavs, enfin qui n'a rien à faire aux Cavs. C'est voilà, lui, à son âge, il a rien à faire dans un projet comme ça. Donc on l'imagine rapidement bouger et je pense que les Clippers vont l'accueillir. Je le sens bien. Moi, je suis toujours surpris depuis quelques années que personne n'ait pas misé sur lui, je sais pas, 4 ans à 10 millions de dollars l'année. Pour moi, c'est un super c'est une valeur intérêt. sûre. Ouais, Ça, même les vraiment. Lakers ont rajouté toujours des petits contrats, t'as raison, tu vois. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment un bon intérieur. Je comprends pas pourquoi il a pas un poste. Il défend, il est très long, il court, il casse pas les couilles, il faut le dire. Enfin, c'est un bon Ouais, c'est gars. vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, et partout où il est passé, enfin, ça s'est bien passé en général. Et je sais pas pourquoi. il y a Et dans les personne équipes qui- ont gagné. Les équipes ont gagné. En plus, il a ramassé des titres. Enfin, Non, t'as raison. je suis toujours surpris. En fait. Knicks ou Nets, les gars Nets ou Clippers Clippers. Nets. Les Nets, ils ont relancé Nicolas Clarkson, donc peut-être que Ah, mais lui, là, il va aux Nets. C'est Là, un, c'est- un super ajout. Ah ouais, Et- c'est clair. moi j'irai pour les Clippers parce que les Clippers ont vraiment besoin d'un long tonton protecteur de Parce que cercle. Zubac, comme ça, qui visiblement, fait- ne fait pas la Et Zubac, alors c'est un bon joueur, mais ça ne fit pas complètement. En même temps, c'est très dur de fitter avec ce que proposent les Clippers en ce moment. Hein, donc, Et on rappelle que Drummond est toujours sur le marché. Enfin, on sait pas ce qui se passe. Hein. alors, il y a un vrai rapprochement. Si buyout, c'est les Lakers clair et Pour net. l'instant, Mais pour l'instant, on n'a pas de. ils on n'a attendent pas un de nouvelles. second round. Je pense que peut-être certaines équipes attendent de voir ce que va faire Drummond, si on peut monter un trade ou s'il est buyout, pour peut-être bouger sur Javal McGee. En tout cas, on aura plus d'infos la semaine prochaine, parce qu'on le rappelle, c'est la trade deadline. Dernier mec dont on va parler, c'est Victor Oladipo. On se souvient, Victor Oladipo, transféré d'OKC à Indiana. Indiana, il s'éclate, il trouve un coach, il devient All-Star, il amène cette équipe-là en playoff. Et puis il y a cette blessure terrible, et on a l'impression que depuis, il n'est pas vraiment revenu, depuis tradé chez les Rockets où il fait des stats plutôt corrects. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est plus le même Victor Oladipo qu'il y a 2 ans. Le projet des Rockets, c'est Kata de toute façon. Ça Et aide Oladipo est soit pas assez fort, soit pas assez motivé pour être celui qui réembraye. Donc voilà, c'est un gars qu'on annonce aussi du côté des Knicks, un peu comme Evan. Alors même si Oladipo sur le papier est un peu plus fort qu'Evan, voilà, ils ont clairement besoin de talent. En tout
tout cas, moi, j'ai envie de le voir autre part. Il est en fin de contrat cet été. Lui aussi, il est à la recherche d'un bon contrat. Il avait refusé un truc des Pacers, un contrat aussi des Rockets. Donc lui aussi, il joue la suite de sa carrière. Tu vois, donc important de se retrouver dans un endroit où il peut s'éclater. Moi, je le trouve pas si mal que ça en ce moment, même si ses pourcentages de shoot sont pas top. C'est un joueur que j'aime bien, complet, bon poste 2 depuis Orlando. Il a sacrément évolué. C'est un numéro 2 de draft qui n'avait pas très bien commencé sa carrière. Et il a explosé, tu l'as dit, à Indiana. Et moi, c'est un gars sur qui je miserais personnellement. Knicks Ouais, mais à quel Knicks prix ou aussi Heat? À quel prix? C'est ça le problème. Contre qui? Knicks, Mais Knicks, moi. ça reste un poste 2 très solide je Ouais, trouve, dans la complètement, ligue, t'as raison. bon défenseur et qui revient aussi là de blessures. Il a enchaîné les blessures et je pense qu'il va monter en régime petit à petit. Moi, c'est Ça un fait gars sur longtemps qui que j'ai je pas vu se miserais. mettre une pelée défensive comme il était capable de faire quand même. Ouais, mais Ouais, c'est ouais. pour ça que je lui laisserai un peu de temps. Je pense que les hits, ça serait top pour lui. On connaît leur prépa physique. Ouais, moi, je crois pas trop. Leur, ça fait du monde. Hein. Voilà, sur Butler Ah non, mais et oui, il tout. faut lâcher des gens, oui, en Ouais. retour, par contre. Moi, je dis Knicks. Moi, je dis Butler, Hero, pour moi, je vois pas trop les perspectives d'avenir pour lui. chez le Hero, Heat. Duncan Robinson, ils ont des gars, quoi. Ouais. Qui jouent, quoi. Enfin, Écoute, ouais, les peut-être Knicks, quoi. les Les Knicks. Knicks. Peut-être les Knicks. Ouais, les Knicks, ce serait bien. On va voir. En tout cas, la semaine, on le rappelle, donc dans une semaine, ça risque de bouger beaucoup en NBA et on fera forcément un gros point dans le prochain First Day Show. Messieurs, on a fait le tour de toute l'actu NBA, en tout cas la majorité des actus NBA. C'est maintenant le moment, ça va saigner. Le quiz. Un coup de sponsor Xbox, apparemment. It's Lillard. He got the shot off. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz et dit sûrement victoire de Thomas. Mais Ouais. c'est pas grave, on va Oh là essayer de là. garder un peu de suspense. Je suis content que ce mec-là soit venu en peignoir, en tout cas, pour nous. Il y a l'hôtel qui a appelé, ils vont garder la caution. Est-ce que t'as volé les chaussons aussi ou pas? Non, la savonnette. par contre. Mais par contre, c'est fou parce qu'avec Tom, on a toujours été quand même, on s'est toujours tiré la bourse sur Ouais. les quiz. Oui. Et cette saison, Oui, il y a un énorme avantage. Donc, et les gens me disent, ah, Erwan, au quiz, il est nul. Alors déjà, je vous invite à aller défier Thomas. Non, mais je attends, vous invite à aller défier Thomas. c'est une Et passade. cette saison, je sais pas, ça arrive. Des fois, tu fais Erwan, 5 bonnes saisons, là-dedans. c'est dans la tête. C'est dans Et voilà. Dans la Ouais, tête, ça va revenir. Avant de commencer, t'avais un petit quiz, Thomas. Un mini quiz. Je lisais un article il y a un ou deux mois et j'ai vu que dans toutes les franchises NBA, il y avait un joueur français qui était passé. Et donc, j'ai regardé les franchises. Je me suis dit, OK, là, il y a un tel. Et il y a une franchise, j'ai pas trouvé, en fait. C'est laquelle? Cleveland. Moïso. Moïso, ouais. Je savais que vous Oui, c'était Moïso. Et un point pour Erwan. Mérité. C'est un Je savais super. pas qu'il était passé là-bas. J'ai dû aller voir sur. D'ailleurs, c'est un super jeu. Hein. Tu dis une franchise, un français, c'est un très bon jeu. Écoute, ce sera le prochain jeu du coup. Voilà, je vais mais, pouvoir réviser du coup. mais cette semaine, j'ai pas fait ça, Et ça arrête pas là malheureusement. le quiz, ça m'aurait arrangé. Si vous voulez d'autres questions, appelez-moi. On commence par une petite énumération, ça va être rapide. Stephen Curry est devenu le meilleur passeur all-time Oh non. des Warriors. Mais qui sont les meilleurs passeurs all-time NBA? Je veux le top 15. Thomas Larocque Ah ouais, à commence. l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Les 15 meilleurs passeurs de l'histoire. 15 meilleurs passeurs de l'histoire, c'est une énumération. D'accord. Le top 15, tu commences. Jason Kidd. Oui. Deuxième. À moi? Oui. John Stockton. Premier. Magic Johnson. Oui. Cinquième. LeBron James. LeBron James, huitième. Mark Price. Non. Mark Price, non. Oh, putain. Non, non, on fait tous les non, deux. non. Ouais, vérifie bien quand même. Non, j'ai un autre Marc, mais c'est pas Price. Ah, c'est Mark putain. Jackson. Ça, mort. Ah, j'allais le dire en Vas-y. plus. Bah, on le dit pas alors. Oui, ouais. vas-y. Ah, mais tu me dis qu'il C'est à moi, cartouche. c'est à hein. moi. Bah, regarde-le. Moi, oui. Chez moi, il Chris merde. Paul. Chris Paul, il est où Chris Paul, il y est pas? Il est sixième, pardon. Oh, j'ai eu Ouais, peur. quand même. Ah ouais, putain, oh. Vas-y, à toi. C'est à moi. Oh non. Je réfléchis pour mon prochain. Vas-y. Mark Jackson. Oh non, je rêve. Bien, Oh, t'as pas honte? Non, je te jure, c'est celui-là que je voulais dire. il y a encore des gars évidents. Il y a encore Oscar Robertson. Robertson, septième. Vous n'avez pas dit le troisième, tiens. On n'a pas dit le troisième? J'ai tenté un truc, je sais pas. Ok, pourquoi pas. Deron Williams. Non. Deron Williams, non, pas du tout. Attends, on n'a pas dit le Il y a Tony troisième. Parker, non? Tony Non. Parker, non, Top il y est 15, pas. non. Attends, on n'a pas dit le troisième. Allez, reste des gars évidents, Dans- top 15. Tu peux m'en dire en pif. Je réfléchis. Boum. Des meneurs de jeu, stars, Qui joue encore, alors, d'ailleurs. qui jouent encore. C'est évident. Il y en a qui jouent encore. Des meneurs Rondo. de jeu. Ah, Rajon Rondo, 15e. Bon, allez, Bon, allez, vas-y, on parce que s'arrête là. troisième, Je vous dis un peu qui y avait. Il y avait Maurice Chicks, Ouais. Russell Westbrook, Steve Nash, que vous n'avez oui. pas dit, Putain, oh là là, Kata. Gary Payton, André Miller et Rock Strickland. Et c'est qui le troisième? C'était Steve Nash. Que vous Ah n'avez oui, pas dit. De toute façon, moi, Avec- j'attends que le qui suis-je. Ouais, Parce que ouais, chaque mais fois, chaque fois, je gagne des trucs d'avance, ça sert à rien. Moi, je suis un mec du qui suis-je. Bon, on fait quand même un petit jet déjà Oui, avant. oui. Allez. J'ai déjà été default star. Pourtant, je n'ai jamais été All-NBA First Team. Ah bah alors, C'est surprenant. Cochon. Par contre, j'ai déjà été 4 fois All-NBA Team.
Et j'ai déjà vu mon maillot retiré par ma fac. Et j'ai déjà été MVP des finales. J'ai déjà été champion NBA une seule fois. Je vais te dire un truc. Et j'ai déjà joué Paul Pierce. Paul Pierce aux Clippers entre autres, c'était Paul Pierce. J'ai été drafté en 98 et je suis passé par Kansas. Très bien. Bravo, un point, mais ça sert à rien car c'est l'heure du qui suis-je. Ça sert à rien. Ah, c'est le qui suis-je qui décide tout. Bah, Eh, toujours. Ah, sinon, gros, crois-moi que je serai à égalité cette année. T'es prêt Thomas? Ouais, c'est bon. T'es prêt Thomas aussi? Ouais, c'est bon. Alors c'est bon. Je suis né le 17 mai 83. J'ai donc 1 an de moins que Erwan et je ne joue plus au basket. Aïe, 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 aïe. Je fais mon high school à Phoenix et j'enchaînerai à la fac dans un gros programme de la région. J'y serai de 2001 à 2005, un cursus complet. Ah Mes stats lors de ma dernière saison universitaire, 15,8 points, 7,6 rebonds, 2,3 blocs. Pardon, tu peux dire les stats, s'il te plaît? 15,8 points, 7,6 rebonds, 2,3 blocs. Avec ces bonnes stats, je me présente à la draft 2005 et je serai sélectionné dans le top 10 par New York. Ma saison rookie est sérieuse. Channing Frye. Channing Frye, ça part Direct C'était City. sur Arizona, je cherche Arizona, je dis que si, bravo. Channing Et Frye. grosse victoire d'Erwan, Bravo. mental. Il est revenu. Ah, ça va. Bravo, Bon, Channing branle de Frye. vos énumérations, j'ai déjà là. Qui suis-je, mon gars? Un gars de New York, Ouais, enfin, ouais, un gars drafté par New York, ça a aidé. Oh, putain. Bravo, Erwan. Oui, oui, Channing Frye. ouais. Ouais, ça va, J'ai l'impression bien. que tu l'as un peu avantagé sur ce quiz. Non, Ah bon, mais pourquoi c'est deux. T'as Bah, sur New York, Oh non, t'as attendez, franchi. vous rigolez ou quoi? C'est honteux, c'est honteux. Non, mais carrément, non, bon, non, Ça me dit, certainement pas. Il y a pas. Déçu. Bravo, non, bravo Ah, à je vais lui. revenir. Et il en faut des qui suis un peu. Non, mais il faut que je regarde surtout. Au bout d'un moment, Voilà, il il ne en peut pas y avoir faut. autant de différence. Très bien. Il l'a pas volé. Ouais, Channing Frye, pas de gros. Channing Frye. En fait, j'hésitais entre Arizona et Arizona. Arizona State. Mais, Bah non, c'est sûr, le gros programme et tout. ouais, bah, Arizona C'est State, c'est un Arizona. programme. Oui, mais c'est Tom qui fait. Après, c'est les contres. Les contres, ça me. Parce que c'est pas un gros contrat, Non, Channing Frye. non, non. En NBA. Il compte beaucoup à la fac, Mais mais à la après, fac, il dépasse jamais un son complet. Ouais, le New York, bravo. Bon, New York. très bien. Bravo, dommage, c'était ton anniversaire hier, Thomas, mais. C'est vrai que c'est mon anniversaire hier. Ouais. Et t'aurais pu me faire un gars que j'aime bien ou un mec né le 17 mars comme Kyle Korver par exemple. Ouais, je m'en veux un peu. Ouais. Je m'en veux un peu. Bon, Bravo, en Erwan. tout cas, j'ai trouvé. Bravo, j'ai excellent quiz. Hein. Le meilleur. Thomas, Le meilleur. Mais Thomas, mais comment on peut récupérer Ah oui, ces c'est suites vrai. en fait? Tu peux. Bah écoutez, si ça vous intéresse, on sait que ça vous intéresse. C'est sur le site Dahomey, notre petite collab Dahomey First Team. Évidemment, un petit hommage à notre ami Dennis Rodman qu'on adore, hein, évidemment pour le terrain et le air basket. Ça se passe donc sur le site. Si vous voulez vous procurer, on mettra un petit lien dans la description. C'est comment C'est quoi derrière c'est quoi ta Ah ouais taille déjà, toi? Là, je l'ai essayé en double, c'est un peu petit, il faudrait un triple, s'il te plaît. Très bien, c'est Non, voilà. 70 €, Thomas. tu feras un coup de Allez, PayPal. bien. Allez, merci à Tom, merci à Thomas, merci à Paul en régie, merci à Jérémy et merci à vous de nous suivre chaque semaine un petit peu plus sur le First des Shows. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. Ciao l'équipe.